Mais tout de suite, là, je voudrais vous parler d'un polar islandais. Je trouve que c'est pas le fameux Indridason que tout le monde adore et que tout le monde a lu, c'est autre chose. Il y a une lycéenne massacrée, une banquière en fuite et un journal à reprendre. Et au centre de ce triangle assez improbable, il y a Einar, un journaliste de Reykjavik, amant de la banquière véreuse, qui est appelé à terme à diriger son canard et dont la fille lui rappelle fortement la malheureuse adolescente assassinée. Et il a 13 jours, Einar, pas un de plus, pour débusquer le tueur et décider de la suite de son existence, en Islande, donc à la tête d'un journal en grande difficulté, ou bien sous les tropiques, avec la femme qui le fait rêver. Alors tout cela peut sembler un peu artificiel et assez improbable, et il n'en est rien. Pour une seule et simple raison, Árni Thorarinsson, c'est son nom, est tout sauf un mauvais écrivain. Il sait comment faire avancer une histoire, dans le cas présent une histoire mi-sociale, mi-policière, avec ce qu'il faut de suspense et de surprise. Il sait aussi comment la noyer à merveille dans l'Islande d'aujourd'hui. C'est un pays pas si idyllique que ça, qui ne s'est jamais vraiment remis du crash financier de 2008 et où les drogues en tout genre font de sacrés ravages. Et il sait enfin comment finir un roman sur un étonnant coup de théâtre. Alors ne riez pas, parce que c'est un art qui n'est pas si courant. Et pour toutes ces bonnes raisons, 13 jours d'Árni Thorarinsson est un polar, selon moi, tout à fait recommandable, suffisamment en tout cas pour que j'ai envie de lire les 6 autres du même auteur parus en français depuis une dizaine d'années et que j'ai raté, je l'avoue humblement. 13 jours d'Árni Thorarinsson est paru aux éditions Métellier dans l'excellente collection Noire. Et moi je vous souhaite une excellente année de lecture et si je peux un tant soit peu guider vos choix, eh bien, tant mieux. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine de culture. Ça donne envie encore une fois. Au prochain week-end. Ciao, bye. Quant à moi, j'ai un polar américain paru à la série Noire qui m'a bien plu. C'est un premier polar. Voici l'histoire. 2 ados, 2 filles, comme il en existe des dizaines de milliers dans les trous paumés de l'Amérique profonde. La jolie, c'est Perry. Elle a déjà vu le loup. Maman est alcoolique, elle est serveuse dans un diner, beau-papa est gardien de prison, et comme il se doit, la petite famille vit dans un camp de mobil-home. La quelconque, pour ne pas dire la moche, c'est son amie Dana, alias Baby Girl. Elle est vierge, elle se rase la tête, elle s'habille en garçon pour jouer l'intéressante, elle vit dans une maison en dur avec Charles. Charles, son frère aîné, est désormais demeuré suite à un accident de moto. Par-dessus tout, les 2 amis adorent piquer des bagnoles et partir en virée, à l'occasion voler un petit peu dans un drugstore. L'objectif, bien sûr, c'est de combler l'immense néant de leur existence insignifiante et pourquoi pas se faire remarquer d'un mec potable, qui pourrait être, sait-on jamais, leur nouveau correspondant sur Internet, ok ? Son orthographe est nulle, mais il a l'air plutôt sympa, il est plus que demandeur d'une rencontre, alors pourquoi pas ? Bon, je vous dis rien de plus, sauf que vu la suite, les 2 filles auraient sans doute mieux fait de s'abstenir. Baby Girl et Perry, ce sont des mauvaises graines, ça ne fait aucun doute, égocentriques, violentes, ingérables, insupportables. Tout pour plaire à Lindsay Hunter, qui en a fait les 2 magnifiques héroïnes de son premier et remarquable polar, avec à la clé une très jolie performance d'écriture, jamais pesante, toujours prenante. Mauvaise graine donc de Lindsay Hunter, c'est paru chez Gallimard dans la série Noire et je vous en souhaite une très bonne lecture. Quant à moi, je vous enjoins donc comme la semaine dernière, mais malheureusement ça a sauté, de lire ce formidable polar anglais. Un couple de jeunes Sud-Coréens batifolent sur une plage isolée, juste en face de cette plage, à quelques kilomètres seulement, c'est la Corée du Nord de Kim Jong-il. De la mer surgissent des hommes grenouilles sans aucun témoin. Les 2 jeunes gens sont kidnappés direction Pyongyang, autrement dit, nulle part. La police conclut à une double noyade. Nous sommes en 1998. 12 ans plus tard, Jenna Williams, qui est la sœur jumelle de la kidnappée et désormais brillantissime enseignante aux États-Unis, est contactée par la CIA. Le satrape fou de Pyongyang menace en effet d'atomiser le Japon et la Californie. Jenna sait tout ce qu'il est possible de savoir du pays ermite communiste. Les hommes de Langley, du coup, veulent l'expédier là-bas pour tenter de bloquer le programme nucléaire de Kim. Elle accepte cette mission très dangereuse avec l'objectif secret de retrouver sa sœur parce que elle n'a jamais cru à sa mort par noyade. Elle sait que sa jumelle est retenue au nord et qu'elle est vivante. La faire repasser à l'ouest est un pari quasi impossible, mais elle est prête à le tenter. Bon alors, écoutez, je vous préviens tout de suite, si vous ouvrez l'Étoile du Nord, vous êtes fait comme des rats. Vous êtes bon pour l'insomnie, car cette histoire est tout simplement géniale. Vous comme moi,
Nous n'irons jamais en Corée du Nord probablement. David John, lui, nous offre ce voyage au bout de l'enfer paranoïaque et concentrationnaire de la dynastie des Kim. C'est terrifiant, c'est fascinant à la fois, d'autant que toute la base de l'histoire est vraie. La grande famine des années 90, le goulag nord-coréen, les expériences sur les prisonniers, la drogue et la fausse monnaie pour financer le régime, la frontière passoire avec la Chine, le train blindé du cher dirigeant, jusqu'au sidérant programme de métissage dont je ne vous dirai rien car c'est l'une des clés de ce roman exceptionnel qui pêche tout de même sur un point. David John n'est pas Graham Greene ou John le Carré. Ce n'est donc pas un très grand styliste, mais vous allez tout de même vous régaler avec cette étoile du Nord signée D.B. John. Ça vient de paraître aux arènes dans la collection Equinox et en plus il y a une pochette sur ce livre absolument magnifique. Donc excellente lecture à toutes et à tous. Mes amis, ça donne envie quand même, je vous souhaite une très bonne semaine culturelle. Très bonne semaine à vous. Allez en paix et revenez en parfait état. Moi je vous offre un livre prodigieux, un livre américain. Voici l'histoire. Une jeune et brillante avocate, tout juste diplômée de Harvard, effectue un stage dans un cabinet de Louisiane, un cabinet dont la spécialité est de défendre les prévenus qui risquent la peine de mort. Parmi les clients sauvés par ses maîtres du barreau, il y a un certain Ricky Langley, pédophile, violeur et meurtrier en 1992 du jeune Jeremy Guillory qui avait 6 ans. C'était le gamin de la voisine. Il a eu la malchance de sonner à la porte. On l'a retrouvé étranglé et roulé dans un tapis calé bien droit dans le placard de la chambre du haut. Et comme il se doit, Langley a très activement participé aux recherches avec la police pendant plusieurs jours. Les jurés ont mis 3 heures seulement à le condamner à la chaise électrique. Et puis, le jugement a été cassé et finalement, Ricky terminera sa misérable existence derrière les barreaux sans aucun espoir de sortie. Tout ça, c'est dans le dossier que consulte l'avocate à la Nouvelle-Orléans. Et cette histoire est à vomir doublement pour elle qui a été violée chaque week-end par son grand-père pendant des années. Le vieux salopard est mort impuni. Sa vie à elle est en miettes. Pour tenter de la reconstruire, elle va se jeter à corps perdu dans l'affaire Langley pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Et elle va découvrir, par exemple, effarée, le témoignage de la mère du gamin au second procès. Cette maman demande au jury d'épargner le tueur, car, dit-elle, « J'entends le cri de mon enfant au moment de sa mort, mais j'entends aussi l'appel au secours de Ricky Langley. Langley, l'homme qui voulait qu'on l'empêche de tuer des enfants et que personne n'a pris au sérieux. » Cette histoire entièrement véridique et sublimement racontée par Alexandria Marzano-Lesnevich, qui fait alterner le récit des crimes de Ricky avec celui de son propre calvaire familial. C'est un exercice de funambulisme littéraire très périlleux dont la jeune américaine se sort très brillamment. L'empreinte ou le récit d'une vie marquée par 2 prédateurs sexuels est un livre bouleversant et absolument inoubliable. Il vient de paraître aux éditions Sonatine. J'ai adoré le petit polar français que j'ai lu, là, je dis petit parce qu'il y a que 150 pages, mais c'est vraiment super chouette. Écoutez ça. D'abord, il y a Michel. Michel, c'est la matriarche. Toute sa vie, elle a été mariée à Leone Acampora, historique mafioso grenoblois tombé dans un coma irréversible. Ils ont eu 2 filles, Dina, qui fait dans l'action humanitaire comme pour racheter les crimes de son père, et puis sa sœur Alessia, pharmacienne de son état, mais en fait entre 2 ordonnances, elle est pourvoyeuse de tous les camés de la ville. Son arrière-boutique, c'est le paradis de la poudre, le nirvana des enfêtes. Et donc, Léon est en train de claquer, mais le vieux malfrat ne compte pas faire le voyage en solo. Il a écrit un mot à sa douce et tendre, pas très fidèle, c'est vrai, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. « Michel, nous sommes inséparables, dans la vie comme dans la mort. J'ai décidé que nous partirions ensemble. J'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de tout. J'ai l'assurance que tu ne souffriras pas. » Se morfondre, bon, c'est pas du tout le genre des femmes à Campora. En conséquence, la mère et les 2 filles vont se mettre en chasse de l'exécuteur et lui faire la peau avant qu'il remplisse son contrat. Ça donne un polar très original et très très jouissif. 150 pages à fond de train, beaucoup à Grenoble, un petit peu à Milan, et en plus c'est drôle. Entre autres scènes, la visite de Michel aux papis mafieux en maison de retraite pour leur faire cracher le nom du tueur qui doit la liquider est un moment assez génial. Autre temps fort, Alessia au chevet de son père comateux, un sécateur à la main pour lui faire avouer qui doit buter sa mère et quand. Bon, en résumé, Les Mafieuses de Pascal Dietrich, c'est une femme, qui vient de paraître chez Liana Levy, est un polar selon moi hautement recommandable.
s'en priver serait péché. Écoutez, en tout cas, le bouquin que j'ai lu, lui, il me pose aucun problème, croyez-moi. Il est absolument remarquable. Je vous explique de quoi il s'agit. Alors, donnez-nous envie. Après 35 ans d'exil aux États-Unis, l'écrivain juif Joseph Leschinski, alias Lesche, rentre chez lui à Berlin. La langue allemande, en fait, lui manquait trop. Et puis, en Amérique, dit-il, tu n'as pas d'amis, enfin pas des vrais. Puis les femmes font un grand détour pour t'éviter. Quelle merde ce pays. Berlin donc. Berlin, à nouveau capitale d'une nation qui a génocidé une bonne partie de sa famille et dont les néo-nazis peignent chaque semaine des croix gammées sur la porte de son appartement. Mais qu'importe, la culture de la vieille Mitteleuropa, la beauté des femmes, les cafés littéraires, Lesche baigne dans le bonheur, et entre deux coucheries, il se lance dans l'écriture de son nouveau roman. Pour changer un peu, ça ne parlera pas de la Shoah, mais du génocide arménien. C'est l'occasion aussi pour Lesche de vivre moult péripéties sentimentales et burlesques, tragiques mais toujours très drôles, et l'occasion pour nous d'un véritable régal littéraire. Le dernier d'Edgar Ilsenrath, qui est mort le 30 décembre de l'année dernière. Toute sa vie, en fait, Ilsenrath fut son propre héros de papier sous le personnage de Joseph Leschinski. C'était un génie du récit, un conteur exceptionnel. Sur le curseur de la littérature, certains le positionnent exactement entre Primo Levi et Charles Bukowski. C'est assez bien vu et ça vous donne une idée du calibre du monsieur. En tout cas, je pense que vous allez vous régaler avec ce livre Terminus Berlin qui vient de paraître aux éditions du Tripode sous une jaquette magnifique du même graphiste d'ailleurs que les précédents romans d'Ilsenrath, par exemple Le Nazi et le Barbier ou Fuck America. Et en ces jours lamentables d'antisémitisme galopant, je pense que lire Terminus Berlin d'Edgar Ilsenrath devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et puis le polar que j'ai découvert cette semaine m'a énormément plu aussi, je vous raconte. Nous sommes à Peterborough, c'est une ville fictive du centre de l'Angleterre, autrefois industrielle, aujourd'hui complètement sinistrée. 2 vagues d'immigration font désormais concurrence aux gars du coin sur le squelettique marché du travail. La première est ancienne, venue d'Inde et du Pakistan, et la seconde récente, en provenance d'Europe de l'Est. Un matin, une voiture fonce sur un arrêt de bus du centre-ville et ne s'arrête pas bien sûr pour remplir un constat. 2 morts, une jeune Serbe et un Polonais, que la police d'ailleurs aura bien du mal à identifier. Dans le même temps, d'autres immigrés nettement plus basanés se font massacrer presque chaque week-end par un tueur cagoulé, mais aussi repéré car la vidéosurveillance est partout, à Peterborough comme ailleurs. Et ces effroyables images sont la seule piste de l'inspecteur Zigic et du sergent Ferreira. Lui, il est originaire des Balkans, elle du Portugal. Ce sont les piliers d'une étonnante section de la police criminelle, les crimes de haine, motivés par la race ou la religion des victimes. Et à Peterborough, vous vous en doutez, ils ne chôment pas, d'autant que l'extrême droite locale ne se gêne pas pour attiser le brasier. Alors j'avais beaucoup aimé le premier polar d'Eva Dolan à Peterborough, déjà des crimes racistes résolus par les 2 mêmes flics. Du coup, j'ai failli ne pas ouvrir le second. Ça me semblait être du copier-coller. Ça aurait été une grave erreur. Car N pour N, deuxième enquête donc de Zigic et Ferreira, est nettement meilleure que le premier Dolan qui a été couvert de prix, plus prenant, mieux construit, plus malin et au final enthousiasmant. Donc à part le titre en français qui n'est vraiment pas terrible, il n'y a rien à jeter dans N pour N d'Eva Dolan. Ça vient de paraître chez Liana Levy. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Très belle. Quant à moi, je vous conseille vivement de faire le crochet par le polar américain que j'ai lu. Je me suis régalé. Je vous raconte l'histoire. Frank Guidry, c'est l'homme à tout faire du caïd Carlos Marcello qui règne sans partage sur la Nouvelle-Orléans. Il règle les litiges, il recouvre les dettes, il fait le coup de poing au besoin, mais il ne flingue personne. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy est abattu à Dallas. Bien sûr, chacun sait que ce n'est pas Oswald qui a tiré, mais un assassin professionnel payé par Marcello et quelques amis mafieux. Un assassin qui a pu prendre la fuite grâce à la voiture parquée dans une rue tranquille de Dallas, parquée par un certain Frank Guidry. Et quand il comprend qu'il est complice de l'assassinat de Kennedy, Guidry a une seule option, la fuite. Vite, loin, et sans aucun espoir de retour, car Marcello, bien sûr, va faire le ménage pour couvrir ses arrières. L'homme de ménage s'appelle Paul Baron, c'est un tueur professionnel. Il a 100% de réussite au compteur. Guidry fonce plein ouest, donc vers Las Vegas, où de vieux amis vont lui procurer un aller simple sécurisé. Baron est tout près, derrière lui,
et il laisse une trace sanglante sur son chemin. Mais Frank Guidry n'est pas un débutant, il garde un petit avantage jusqu'à un certain matin au Nouveau-Mexique. Sur le bord de la route, il y a une voiture en panne, une jolie femme et 2 gamines, Charlotte, Joanne et Rosemary, qui tracent vers la Californie pour larguer un père et un mari alcoolique. Ne plus être un fuyard solitaire, mais une famille en goguette, Guidry se dit que c'est un très bon camouflage. C'est d'abord vrai, et puis c'est faux. Pourquoi? Comment? Alors ne comptez surtout pas pour moi pour vous le dire. C'est Lou Bernay qui va vous le raconter dans ce somptueux roman noir qui se lit sans relâche de la Nouvelle-Orléans à Las Vegas en ce terrible automne 63. C'est bien plus qu'une poursuite de gangsters au demeurant menée de main de maître. C'est surtout une magnifique histoire d'amour. Et quand un truand chevronné tombe amoureux, c'est bien connu, il est foutu. Ça s'appelle November Road, c'est signé de Lou Bernay, c'est topissime. Ça vient de paraître chez HarperCollins, noir. Et moi, je vous dis que le bouquin dont je vais vous parler, il faut le lire dans tous les cas de figure. On va commencer par une citation. « Alors, dit la Bible, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu. Il détruisit ces villes et tous les habitants. » Fin juillet 1943, les bombardiers britanniques Lancaster de l'opération Gomorrhe rasent la ville de Hambourg en une semaine. 45 000 morts. Que des civils. 5 ans plus tard, la paix est revenue et dans les ruines d'un immeuble effondré, on retrouve des sculptures et un cadavre. Des sculptures sans doute cachées là pour échapper à la traque nazie de ce qu'on appelait l'art dégénéré. Et puis, le cadavre, il n'en reste presque rien. Une chaussure de pied beau et un morceau d'étoile jaune. L'affaire intéresse 2 services de police. La criminelle, bien sûr, et son inspecteur principal, Donneke, qui est un ancien gestapiste bizarrement blanchi en 1945. Pour lui, l'inconnu de l'immeuble a été tué dans les bombardements et il veut classer ça au plus vite. Elle intéresse aussi l'Office de lutte contre le marché noir, qui est florissant dans cette Allemagne détruite et affamée, car les statues retrouvées ne sont pas sans valeur, loin de là. L'inspecteur Frank Stave, ancien de la criminelle et ennemi juré de Donneke, va donc, lui, mener une véritable enquête, et cette enquête est absolument passionnante, car elle a comme toile de fond une ville et un pays à un moment extraordinaire de leur histoire. Les Anglais, imaginez-vous, occupent tout le nord de l'Allemagne. Les anciens nazis sont encore partout. Il n'y a plus d'économie. Les magasins sont vides. Le Reichsmark ne vaut plus rien. Et d'un jour à l'autre, le Deutschmark, fabriqué aux États-Unis, va remplacer l'ancienne monnaie qui devait durer 1000 ans. Dans ce monde effondré, le policier Frank Stave, tenace et implacable, enquête, et c'est absolument génial. Alors si, comme moi, vous aimez les grands romans policiers historiques, eh bien ce samedi est un jour béni, car vous allez vous procurer Le Faussaire de Hambourg, de Kay Rademacher. À la porte de chez vous, vous allez accrocher Ne pas déranger, et dans quelques heures, vous émergerez enchanté et ravi d'avoir découvert un nouveau grand du polar, du calibre, selon moi, de l'immense Philippe Kerr. Et ça, c'est un bonheur ultime. Le Faussaire de Hambourg de Kay Rademacher est paru aux éditions du Masque. Quant à moi, je vous conseille vraiment de ne pas rater là ce bouquin dont je veux vous parler. Je vous raconte l'histoire. Tucker n'a pas 20 ans quand il revient de la guerre de Corée, on est en 1954. Il était dur au mal en partant, il l'est plus encore aujourd'hui après les commandos parachutistes, et il rentre chez lui dans les Appalaches, côté Kentucky précisément, dans les collines où il a toujours vécu. En chemin, il sauve une jeune fille de 15 ans qui est sur le point de se faire violer. Rhonda est belle et sauvage, elle sera la femme de sa vie. Ils ne quitteront plus les Appalaches, eux et leurs nombreux enfants. Pas tous très normaux d'ailleurs, mais tous très aimés. Et quand les services sociaux menacent de les placer, eh bien Tucker ressort le fusil et rappelle aux ignorants qu'en Corée, il était tireur d'élite. C'est pour ça aussi que Bean Paul, le principal trafiquant d'alcool du Kentucky, l'a embauché pour convoyer la gnôle et au besoin impressionner la concurrence. Et du haut de son 1,65 m, Tucker y parvient très bien. Et quand il le faudra, Bean Paul lui-même l'apprendra à ses dépens. Voilà une histoire fort simple, mise en mots par le trop rare Chris Offutt, dont le dernier livre, imaginez-vous, remonte à plus de 15 ans. Et une fois n'est pas coutume, j'ose dire que Nuit Appalaches, qui vient de sortir chez Gallmeister, est un pur chef-d'œuvre, qui a d'ailleurs été salué comme tel par Larry Brown et Ron Rash, excusez du peu, hein. Tucker, Rhonda et leurs enfants, Big Billy, Joe, Ida, Velmay, en attendant le petit dernier, un Shiny, ils vont vous faire vibrer, ils vont vous faire rire et pleurer, et soyez sûr d'une chose, vous ne les oublierez jamais.
Nuit à Appalaches de Chris Offutt vient de paraître chez Gallmeister. Et si vous n'aimez pas, je me fais bonze au bouton. Voilà, c'est dit à l'antenne d'Europe 1 ce matin. Et dans votre librairie préférée, sans aucun doute, alors il est sorti il y a quelques mois, je l'ai raté, j'avoue, mais il y a tout à fait moyen de faire une séance de rattrapage avec ce polar-là. Ça se passe à l'automne 1959, ça fait déjà 5 ans que durent ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie. Désormais, la violence déborde ici, en métropole, à Paris. Les basanés sont tous de potentiels tueurs du FLN et les flics du préfet Maurice Papon raflent, cognent et gardent à vue sans limite et sans aucune justification. Quant à l'avocat Abderrahmane Bentoui, il est soupçonné de fricoter avec les indépendantistes algériens. Bon, de là à le faire exécuter chez lui, avec toute sa famille, au cœur de la capitale, il y a un grand pas, pourtant franchi sans aucun état d'âme par le préfet de police de Paris et son directeur de cabinet, Jean-Paul Deogracias. La raison d'État, paraît-il. Pour des raisons très différentes, 3 hommes s'activent sur le carnage Bentoui. Le jeune inspecteur Luc Blanchard, qui est chargé de l'enquête par le préfet Papon, avec prière surtout de ne pas curer trop profond dans les égouts de la République. Il y a aussi le truand corse Antoine Carrega, qui rend service à son compagnon de la résistance, Aimé de la Salle de Roquemort, dont la fille vivait avec l'avocat assassiné. Elle est morte avec lui. Le vieux gaulliste veut la vérité, pas celle de l'ex-collabo Maurice Papon, bien sûr, Maurice Papon, qui selon lui aurait dû être fusillé en 45. Enfin, Sirius Volkstrom, soldat perdu de bien des causes, mais surtout, homme à tout faire de l'extrême droite, à tout faire même le pire, très bientôt, pour le compte de l'OAS. Voilà un très bon roman policier, et plus encore un remarquable roman historique. Ça s'appelle Requiem pour une République. Ça nous emporte dans cette France gaulliste d'il y a 60 ans tout juste, qui a failli basculer dans la guerre civile ou bien dans la dictature. En regard, la crise des Gilets jaunes, c'est une fête de patronage. C'est aussi à lire sans attendre pour peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe depuis 6 semaines de l'autre côté de la Méditerranée. Requiem pour une République de Thomas Cantaloube est paru dans la série noire chez Gallimard. Moi, je vous conseille de lire un polar africain, imaginez-vous. Il n'en sort pas tellement. Celui-là, il a eu de belles critiques, donc du coup, je l'ai exhumé de mes rayonnages et je l'ai lu et bien m'en a pris. Voici l'histoire. 2 sœurs à Lagos, au Nigeria. La grande s'appelle Korede, elle est assez moche pour tout dire. Elle est infirmière hospitalière et elle est folle d'amour pour son chef de service, le docteur Otumu. La plus jeune, Oyola, est une bombe sexuelle totalement écervelée. Elle a la regrettable habitude d'assassiner ses amants avec le poignard que lui a légué son papa, un homme très violent dont elle n'a que des mauvais souvenirs. Ensuite, elle pleure et elle appelle sa sœur adorée qui est priée de venir nettoyer le carnage. Ce qu'elle fait d'ailleurs pour la 3e fois au début de l'histoire. 3 victimes, ça fait mathématiquement d'Ayola une tueuse en série, une serial killeuse. Vu l'efficacité très douteuse de la police nigériane, ça pourrait durer longtemps comme ça, sauf que la sœur cadette a la mauvaise idée de vouloir séduire le beau docteur Otumu. Et là, forcément, ça coince avec Korede, qui raconte au fil de 75 chapitres très courts, très drôles et très enlevés, comment elle compte sauver son toubib chéri des griffes sanglantes de sa sœur dérangée. Alors vous allez me dire, oui bon, c'est une sorte de pochade policière version africaine. C'est ça, mais pas que ça, car en filigrane des aventures criminelles des 2 sœurs, on découvre une société africaine en complète ébullition où, ça ne vous surprendra pas, les femmes grignotent chaque jour un peu plus le pouvoir de ces messieurs, et ça aussi c'est très très jubilatoire. Ma sœur, serial killeuse, c'est donc une perle noire africaine, écrite par Oyinkam Bresswest, qui, dans le civil, a l'air d'être par ailleurs une sacrée nana, et c'est paru aux éditions Delcourt. Voilà, c'était ma petite découverte africaine de la semaine. Quant à moi, je veux vous parler d'un formidable polar argentin. Au centre de l'histoire, il y a 2 femmes fortes, plus que ça même, 2 femmes écrasantes. Elena Parisi, sénatrice au Parlement de Buenos Aires, qui rêve de remplacer à la Maison Rose la présidente Cristina Kirchner. Et Nuria Menendez, avocate espagnole, dépêchée en Argentine pour monter le plus puissant réseau d'exportation de cocaïne d'Amérique latine. Parisi a besoin de l'argent de la poudre pour accéder au pouvoir, et Menendez a besoin de l'argent de la poudre
Tout simplement parce qu'elle aime ça. Elle devrait pouvoir s'entendre. Entre ces deux tigresses, il y a Rémile, vétéran de la guerre des Malouines, cabossé de partout, et homme de confiance du colonel Calgaris qui dirige en souplesse ce qu'on appelle la nef des fous, c'est-à-dire une annexe très confidentielle des services secrets argentins. Et parce que c'est la raison d'état du moment, Rémile est chargé de la protection rapprochée de Maître Menendez, qui vit pour le moins dangereusement. Et parce qu'elle est belle et mystérieuse, la Joconde, comme il la surnomme, va le dévorer corps et âme. Le corps d'abord, au niveau de la ceinture bien sûr, l'âme ensuite quand la Joconde ne revient pas d'un séjour à Madrid. Avant de partir, elle lui a dit « N'appelle pas, n'écris pas, ne viens pas, attends-moi simplement ». Je me dois de vous dire que l'attente, c'est pas vraiment le point fort de Rémile. Je me dois aussi d'ajouter que Le Gardien de la Joconde est un somptueux polar argentin, un pavé de 440 pages en écriture serrée dans lequel vous vous engagez comme dans une longue randonnée périlleuse. Vous en sortirez dans le même état, ébloui et rompu par l'aventure, bouleversé aussi, notamment par la toute dernière scène du livre, carcérale, culinaire et crépusculaire. Elena, Nouria, Rémile et tous les autres, un grand merci de nous avoir fait passer un si bon moment avec Le Gardien de la Joconde. C'est signé Jorge Fernandez Diaz, c'est paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Pour ma part, je vous conseille un polar français qui commence comme ça. Ça commence comme un contrat ordinaire. Les parents fortunés de la jeune Émilie Michaud s'offre les services de maître Catherine Monsigny, cette dernière, avocate ultra efficace du barreau de Paris, est priée de faire délivrer un certain Slimane Benflika. Monsieur Benflika est en prison car il a participé à une expédition punitive qui a laissé tout de même une victime dans le coma et pas du tout certaine d'en ressortir. Après, ça se complique un petit peu car le prénommé Slimane est le mari d'Émilie. Allah les a bénis, loué soit son nom. De bourgeoise des beaux quartiers addicte au shopping, Émilie s'est transformée en religieuse pure et dure, couverte de bas en haut, et même un petit peu plus que ça. Dès qu'elle peut, elle parle à son frère Bastien, qui est parti en Syrie mettre sa vie au service du califat. Ces deux-là préparent leur retrouvailles. Dans l'idéal, Émilie, Slimane et Bastien vivront en paix ici-bas au pays des vrais croyants. Mais l'idéal existe-t-il? Certainement pas. Ils trouveront donc le repos au paradis d'Allah, une fois accomplie leur mission meurtrière et sacrée. Tout ça, les services français de renseignement le savent et le surveillent. Catherine Monsigny l'ignore, mais plus pour très longtemps. Comment l'avocate va-t-elle découvrir la vérité et comment surtout va-t-elle empêcher le carnage? C'est tout le sujet d'Un monde idéal, le nouveau polar de Sylvie Granotier, terriblement ancré dans la réalité d'aujourd'hui, une réalité où les agneaux se transforment en loups et les croyants paisibles en fanatiques assassins. C'est absolument terrifiant. Un monde idéal de Sylvie Granotier vient de paraître chez Albin Michel. Quant à moi, j'espère que vous apprécierez ce petit polar français que j'ai beaucoup aimé, comme j'aime beaucoup son auteur d'ailleurs. Voilà ce qu'elle dit. « J'admire les écrivains qui tiennent la distance sur 500 pages, mais c'est pas mon truc. On avait remarqué, Elisa Vix, et c'est aussi pour ça qu'on vous apprécie depuis des années. Vous qui avez écrit l'hexamètre de Quintilien, Hubac, ou bien Assassin d'avant, 150 pages maximum à chaque fois, serré comme un expresso napolitain, et donc terriblement efficace. Elle, le gibier, sa dernière production ne déroge pas du tout à la règle. Le gibier, dans le cas présent, se prénomme Cristal, jeune femme ravissante et brillante, chercheuse en neurosciences et chômeuse. Qui a besoin, dans ce beau pays de France, de la spécialiste du ribosome du zébrafiche? Personne. Sauf les vampires de Médecine. Médecine, c'est une plateforme téléphonique spécialisée dans le service et l'expertise au corps médical. Cristal est donc embauchée pour un salaire ridicule et des horaires de travail démentiels. Elle vient de mettre le pied dans une sorte de stalag entrepreneurial où humiliation et harcèlement sont les maîtres mots du quotidien. Bien sûr, elle va se battre avant de lâcher prise doucement et puis très vite. Son naufrage physique et psychologique a des témoins, bien sûr, dans l'entreprise et au dehors. Plus tard, bien plus tard, ils diront « On n'a pas imaginé que ça pourrait finir comme ça ». Comment ?
Là, vous croyez tout de même pas que je vais vous le dire. Mais soyez sûr que vous n'oublierez pas ce petit roman très noir et très implacable, très autobiographique aussi, puisque dédié par Elisa Vix à tous ses employeurs, sans qui ce livre n'aurait pas été possible. On n'a vraiment aucune envie de les rencontrer. Elle, Le gibier d'Elisa Vix vient de paraître aux éditions du Rouergue dans la collection Noire. Je commence ma rubrique par une question toute simple. Pourquoi ce livre, une confession de John Wainwright, a-t-il dû attendre 35 ans une traduction française ? Mystère et boule de gomme. Heureusement, les éditions Sonatine viennent de réparer cette terrible bévue, car une confession est un chef-d'œuvre du genre, ni plus ni moins. D'ailleurs, salué comme tel par Georges Simenon, qui lui l'avait lu en anglais. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du couple Duxbury, John et Maud, la cinquantaine chacun, il est imprimeur, elle est femme au foyer. Leur grand-fils unique, Harry, travaille avec son père et reprendra l'affaire le moment venu. Ce n'est d'ailleurs pas pour tout de suite, car John Duxbury ne vit que pour son travail et son entreprise. Sa vie de couple est sinistre, sa vie sexuelle est inexistante. Pourtant, il aime sa femme, mais ces deux-là n'ont plus rien à se dire. Ils cohabitent dans l'attente d'un improbable miracle. Tout cela, John le raconte dans son journal intime jour après jour. Peu avant Noël, Harry, leur fils, insiste. Prenez des vacances, quelques jours, dans un bon hôtel sur la côte. D'accord. John et Maud se promènent le long de la falaise. Maud trébuche, elle chute, elle se tue. La police conclut à un accident, mais un témoin se manifeste. Selon lui, John Duxbury a poussé son épouse dans le vide. L'inspecteur Harker doit le prouver. Plus simple comme scénario, il n'y a pas, vous en conviendrez. N'empêche que le résultat est éblouissant. Ou comment ? Avec des mots tout simples, de deux vies ordinaires, faire un scénario au suspense psychologique exceptionnel jusqu'au dénouement de l'histoire, qui est effarant et vertigineux. Pas étonnant que l'immense Simenon ait apprécié Une confession de John Wainwright. C'est sorti chez Sonatine, ça vaut 20 €. Je vous jure que vous ne les regretterez pas. Alors, mon polar du jour, mon polar de la semaine. Les Juifs, c'est bien connu, ont été chassés de leurs terres ancestrales il y a fort longtemps. Quand ils y sont revenus pour fonder leur État en mai 1948, ils n'ont fait que se réinstaller chez eux. C'est cette théorie, historiquement fausse, que dénonce à longueur de cours le professeur Yitzhak Litvak devant ses étudiantes de l'université de Tel Aviv. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est peut-être l'une des causes de l'assassinat de Litvak, retrouvé poignardé chez lui. Peu après, cette même année, 1987, c'est son frère jumeau qui est tué. Et puis, Avivit Schneller, l'une des étudiantes du professeur Litvak. Le commissaire Émile Morcus, qui est le seul flic arabe chrétien de la sûreté, est chargé de la triple enquête, une enquête qui ne le mènera nulle part, car il se heurte au mur infranchissable du Shabak. Le Shabak, c'est la sécurité intérieure israélienne. Il va donc prendre sa retraite sur cet échec magistral et jamais digéré. Mais 20 ans plus tard, un nouvel enseignant de l'université de Tel Aviv est assassiné. Et pour débusquer le tueur, la mémoire et le savoir-faire d'un certain Émile Morcus vont se révéler indispensables. Cette double enquête, à 20 ans d'écart, est absolument passionnante, car elle nous ouvre les portes d'une société méconnue et très verrouillée, la société israélienne, théocratique mais laïque, démocrate mais militarisée, dans laquelle les espions sont plus forts que les juges et les rabbins plus puissants que les historiens. Excellent premier polar à 110% israélien de Shlomo Sand, lui-même enseignant à la fac de Tel Aviv. Ça s'appelle La mort du Khazar rouge. Vous comprendrez en lisant pourquoi un titre pareil. La mort du Khazar rouge, ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Quant à moi, écoutez, exceptionnellement cette semaine, pas de polar parce que j'ai lu un bouquin absolument extraordinaire de Tauromachi. Il s'appelle Juan Leal, c'est son nom de scène. Et quelle scène, la plus dangereuse qui soit. Le sable des arènes face à des taureaux de 600 kilos, des tueurs d'hommes. Chaque année, d'avril à septembre, ce torero arlésien de 27 ans les affronte jusqu'à 2 fois par semaine, de Dax à Séville, en passant par Bayonne, Bilbao ou Madrid. Il voyage avec sa quadrille
quadrilla, 6 hommes, banderilleros, picadors et valets d'épée. Ils ont beau risquer leur vie, ces gars-là, ils ne sont pas riches. Pour avaler les kilomètres, un simple van 8 places, le coffre plein à ras-bord de tout leur attirail de lumière, de protection et de mort. Au volant, pendant 3 saisons, le journaliste Jean-Michel Mariou, fou de tauromachie et grand ami de Juan Leal. Par passion, par plaisir et pour écrire un livre aussi, Mariou a pris le volant. Le résultat est magnifique, ça s'appelle Le chauffeur de Juan. C'est un extraordinaire voyage dans un monde mystérieux et impénétrable où, entre 2 rendez-vous à très haut risque, ces hommes hors du commun se croisent dans des lieux bien à eux. Telle auberge du Pays Basque intérieur, tel parking pas très loin de Cordoue, ou encore le meeting hôtel Wellington à Madrid. Alors bien sûr, vous allez me dire, je suis contre la corrida, c'est une boucherie absurde et je n'y comprends rien. J'entends bien. Néanmoins, je vous affirme qu'en ne lisant pas Le chauffeur de Juan, vous allez vous priver d'une histoire d'hommes d'exception. Des hommes comme Juan Leal, qui prend un coup de corne à Bilbao l'été dernier, pisse le sang, refuse de sortir, se fait poser un garrot et achève le taureau avant de s'effondrer. Ces hommes-là, avant de les juger, il faut les connaître. Grâce à Mariou, c'est enfin possible. Le chauffeur de Juan de Jean-Michel Mariou vient de paraître aux éditions Verdier. Veuillez noter tout de même que le dernier livre de Franz-Olivier Gisbert est tout à fait remarquable. Ça fait 50 ans que Franz-Olivier Gisbert, alias Fogg, se pose 2 questions. Pourquoi l'immense majorité des Allemands a-t-elle pu adhérer à une idéologie aussi abjecte que le nazisme? Et pourquoi, face à l'effroyable évidence des périls, les Juifs n'ont-ils pas fui en masse le pays de Goethe et de Schiller? Fogg a tout lu sur l'Allemagne nazie, pour autant, il ne se veut pas historien. Et pour tenter d'expliquer l'inexplicable, il a donc créé un magnifique théâtre de personnages qu'il fait jouer, s'aimer, se battre, se déchirer, se trahir et se tuer dans cette Allemagne en ruine des années 20, puis en reconstruction des années 30. 2 familles de Munich, les Weinberger et les Gottsal, l'une juive et l'autre pas. Une riche et une pauvre, mais soudées par l'amitié dans la tempête économique de Weimar et puis dans l'épouvante politique créée par le schmock. En yiddish, ça veut dire pénis, con ou salaud. Dans le cas de Hitler, le tir groupé est autorisé. Au début, brocarder le schmock était un sport national. Au rythme de l'ouverture des camps, c'est devenu un acte de résistance passible de la potence ou de la hache. Cette course vers l'abîme, Gisbert nous la raconte magnifiquement et nous rappelle au passage cette évidence historique. Quand les gens sont heureux, il faut déjà se méfier d'eux. Ils ne supportent pas qu'on remette en question leurs plus petits privilèges. Mais quand ils sont malheureux, ils deviennent très dangereux. Il leur faut du sang, des boucs émissaires. Le terrain est alors propice au retour de la bête. 80 ans après le début de l'Holocauste, le message reste affreusement d'actualité. Le schmock de Franz-Olivier Gisbert vient de paraître chez Gallimard. Et pour accompagner ce premier week-end du mois de juin, je vous propose une lecture également. C'est pas strictement parler un polar, c'est plutôt un livre d'espionnage. Je vous résume les grandes lignes. Yaniv Medan débarque à Charles de Gaulle du vol El Al de Tel Aviv. C'est un technicien venu à Paris avec 5 collègues pour un congrès. Passé la douane, il se dirige résolument vers une blonde renversante en uniforme rouge qui semble l'attendre. Tous 2 disparaissent dans un ascenseur de l'aérogare. Exit le jeune Israélien, pas destiné du tout à réapparaître vivant. Sauf que il y a eu erreur sur la personne. La cible des kidnappeurs sur le même vol de Tel Aviv s'appelle Vladislav Yerminski. C'est un espion de Tsahal venu en France pour une mission uniquement personnelle et pas du tout officielle. Il file tout droit à son hôtel de l'Opéra et disparaît des radars, notamment ceux de ses poursuivants, une mafia chinoise prête à tout pour récupérer un disque dur très très compromettant. Sur ses traces également, il y a un commissaire de police français à l'ancienne, dirons-nous, et 2 limiers israéliens de la très secrète et très technologique unité 8200. C'est l'une des nombreuses officines de renseignement censées protéger l'État hébreu de ses multiples ennemis. Et c'est parti pour 400 pages
reportage de cavalcade effrénée soldée par une douzaine de morts en 24 heures seulement. On se laisse très plaisamment embarquer par les héros de cette histoire, en particulier les deux agents de l'unité 8200, Oriana Talmor et Zeev Abadi, qui feraient sans doute d'excellents personnages de films d'action. Tout cela est très divertissant et très bien documenté par Dov Alphon, désormais journaliste, mais qui fut espion dans une autre vie. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, mais on l'aurait de toute façon deviné à la lecture de Unité 8200 de Dov Alphon, paru aux éditions Liana Lévy. Et vous me direz ce que vous avez pensé de ce formidable bouquin dont je veux vous parler ce matin. En tout cas, c'est vraiment un coup de cœur absolu. Nous sommes en 1793. À Paris, la terreur fait rouler les têtes par milliers dans la sciure, et dans toute l'Europe, on observe avec épouvante la sanglante Révolution française, jusqu'en Suède où le royaume de Gustave IV est en pleine paranoïa anti-révolutionnaire. Dans un lac nauséabond de Stockholm, des enfants découvrent un tronc humain, masculin assurément, mais impossible à identifier. Deux hommes fort différents vont s'atteler à cette tâche. Jan Michael Kardel, qui est un vétéran de guerre manchot, désormais auxiliaire de police, c'est une brute alcoolique certes, mais très intelligent. Et Cécile Winge, un homme de loi dévoré par la tuberculose et dont la fin est proche. En cherchant à rendre justice aux cadavres mystérieux, ces deux-là vont se heurter à tout ce que la cour du roi Gustave compte d'ordures, de sadiques et de corrompus. Leur enquête débouchera sur une incroyable vérité, directement liée à la Révolution de France. Je ne vous en dis pas plus, mais bien plus que d'habitude. J'espère que ce rapide résumé vous donne envie de lire ce livre, 1793, que je qualifie sans aucune hésitation de chef-d'œuvre. C'est un premier roman impossible à lâcher une fois commencé. Histoire absolument passionnante, personnages puissants, écriture totalement maîtrisée, traduction parfaite et surtout Stockholm. Stockholm de cette époque, plus vrai que nature, un cloaque infâme où la police rafle les filles des rues et les enchaîne au métier à tisser des bagnes filatures, un cauchemar à l'air libre où l'on patauge dans les ordures et où les gueux sont heureux s'ils passent 35 ans, une société atroce et impitoyable dont la hache du bourreau ivre-mort fait un travail nettement moins propre que notre guillotine. Et au final, sans aucun doute, l'un des 5 meilleurs polars des 10 derniers mois, c'est une splendeur. 1793 du Suédois Niklas Natt Hordag, j'espère qu'il me pardonnera si j'ai écorché son nom, est paru chez Sonatine. Il s'en est vendu 200 000 exemplaires en Suède. On doit pouvoir faire mieux, selon moi. Et ce samedi matin, je vous propose un livre qui n'est pas un polar, mais qui est un livre qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire, en fait, d'un agenda perdu, celui de Thierry, mari de Brigitte. Désolation, car l'objet est très ancien, pas question de le remplacer bien sûr par du neuf, et le magicien Internet permet au facteur de livrer l'identique patiné par les années. Dans une poche intérieure, il y a un carnet d'adresses oublié, et quel carnet! De A comme Aragon à S comme de Stahl, en passant par Breton, Cocteau, Éluard ou Lacan. Un téléphone pour chacun qui fleure bon la France d'après-guerre. Gobelin 96-24, Kléber 93-83, Odéon 10-97. Qui pouvait bien connaître toutes ces célébrités? Après bien des péripéties, Brigitte doit admettre qu'elle a entre les mains le carnet d'adresses 1951 de Dora Maar, l'une des compagnes clés de Picasso, que le maître a peint en 1937 comme la femme qui pleure avant de la quitter 6 ans plus tard. Et alors ce carnet est une mine extraordinaire d'enquête, évidemment. Le résultat est magistral et passionnant. Un chapitre par nom, célèbre ou pas d'ailleurs, pour découvrir la vie ébouriffante de Dora Maar, née Theodora Markovitch, gauchiste avant-guerre, collaboratrice passive sous l'occupation, bigote antisémite en fin de vie, et chose pour l'éternité de Pablo Picasso, génie absolu de la peinture certes, mais par ailleurs fort triste cire, entouré d'une cour bêlante qui ne valait pas mieux que lui sur le plan humain. Picasso, dont le numéro de téléphone bien sûr n'est pas dans le carnet, mais qui est omniprésent, écrasant, omnipotent dans ce formidable livre de Brigitte Benkemoun. Je suis le carnet de Dora Maar, qui vient de paraître chez Stock, livre qui n'existe que parce que son mari, Thierry, a eu l'excellente idée de perdre son agenda. À quoi tient la littérature, mes amis? C'est extraordinaire, ouais. Moi, je vais vous parler de l'expo Dora Maar au Centre Pompidou la semaine prochaine. Ah bah super, donc tout ça est merveilleusement orchestré.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine culturelle. Et en ce qui concerne mon coup de cœur de lecture, eh bien, je ne vous apprends rien en vous disant qu'un bon livre, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. Au-delà, ça devient un excellent roman par la grâce et le talent de l'auteur. Jeffrey Archer n'en manque pas, et c'est peu dire. Le New York Times estime par exemple que c'est un conteur de la trempe d'Alexandre Dumas. Voici donc Alexandre, adolescent surdoué dans le Leningrad de 1968. Son père est assassiné par le KGB. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a voulu créer un syndicat libre de dockers. Alexandre et sa mère Elena réussissent à fuir l'URSS. 2 cargos sont en partance pour ces passagers clandestins, destination Londres ou New York. Il s'agit donc de se cacher dans la bonne caisse. Ça se joue à pile ou face. Eh bien, ce sera les deux. Là est la formidable idée de scénario de Jeffrey Archer. Il mène 2 récits de front. Les aventures d'Alex en Amérique, promis à devenir un financier hors pair, sa maman débitant des pizzas que toute la ville s'arrache, et le destin tout aussi flamboyant du même Alex, Sacha en russe, dont le talent politique le mènera à la Chambre des communes britanniques, pendant que maman régale le tout Londres dans ses restaurants étoilés. Bien entendu, ces 2 vies vont finir par se confondre à l'occasion d'un retour en Russie aussi extraordinaire que tragique et dont je vous laisse l'entier plaisir de la découverte. Personnellement, je me suis régalé, pas seulement parce que ce qui est russe m'est cher, mais aussi et surtout car nous avons là un magnifique roman stricto sensu, une histoire inventée de toutes pièces et maîtrisée de bout en bout par ce diable d'écrivain qu'est Jeffrey Archer. C'est malin, c'est drôle, c'est palpitant, c'est remarquablement écrit. Aucune raison de s'en priver. À pile ou face de Jeffrey Archer vient de sortir aux éditions Les Escales. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Amusez-vous bien. Très belle semaine à vous, Bernard, et à tous. Quant à moi, j'ai lu quelque chose d'assez sidérant. Je l'avoue, j'ai failli lâcher plusieurs fois au début, à cause du style qui est très déroutant, à cause de cette façon d'interpeller le lecteur toutes les 2 pages, à cause du côté zarbi aussi de l'histoire, mais j'ai persévéré et bien m'en a pris parce que tout de même, ce shérif Nick Corey avait quelque chose de fascinant. D'origine apache, adopté par un couple de blancs, massacré par un serial killer qui n'a jamais été arrêté, ancien combattant couvert de gloire, le voilà représentant de la loi à Palm Beach. C'est un bled paumé de l'Utah à l'automne 1954. On est en pleine frénésie anticommuniste, c'est la guerre froide, on est aussi en plein délire martien. C'est sûr, les rouges et les petits hommes verts vont débarquer d'un jour à l'autre pour détruire la civilisation blanche américaine. Une même nuit de septembre, Corey, tout d'abord, découvre une voiture abandonnée. Elle est vide, elle est propre, elle sent le parfum français, il n'y a personne dedans. Ensuite, il assiste à l'atterrissage d'un avion de chasse de l'US Air Force, un sabre. Il n'y a pas de pilote dans le cockpit, il y a une drôle d'odeur et une fine pellicule noire sur la carlingue. Il passe un coup de fil aux autorités et 3 heures après, la moitié de l'armée des États-Unis est sur place pour interdire tous les accès, plus Jack White, agent spécial du FBI et émissaire tout aussi spécial de la Maison-Blanche, dont le shérif Corey, qui ne se savait pas homosexuel, tombe instantanément amoureux. La suite de ce polar complètement cinglé, je vous la laisse. Sachez seulement que Le Cherokee de Richard Morgiev est un bouquin hypnotique, violent, cru, énervant et exaltant. Si comme moi vous accrochez, vous allez passer un long moment magique et inoubliable. Et ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Le Cherokee de Richard Morgiev est paru aux éditions Joël Losfer. Quant à moi, j'ai un dernier conseil de lecture de cet à lire avant de laisser la place à Victor Delande pour tout l'été. Bon, je vous raconte l'histoire en 2 mots. En 2006, l'enquête sur la disparition de Stuart Bloom avait été saccagée par la police écossaise. Pièces trafiquées, investigations bâclées, soupçons de corruption massive et le corps du jeune détective privé homosexuel jamais retrouvé. 10 ans plus tard, au fond d'une ravine pas très loin d'Édimbourg, des gamins repèrent une voiture rouge. Dans le coffre, il y a les restes de Bloom, les jambes menottées. C'est l'inspectrice Siobhan Clark qui hérite de la nouvelle enquête. Et elle n'a vraiment pas la partie facile car certains flics de l'époque sont encore en service et pour eux, l'oubli est nettement préférable. Surtout 2 d'entre eux, Steele et Edwards, véreux jusqu'au trognon, hier comme aujourd'hui. Alors pour ne pas se noyer dans ce véritable cloaque, Siobhan fait appel à son vieil ami John Rebus. Il était dans la première équipe en 2006. Il n'en est pas vraiment sorti grandi. Désormais à la retraite, il occupe son temps
à soigner sa santé défaillante, à écouter de la musique conceptuelle et à faire pisser son chien. En un mot, il s'emmerde. Et la proposition de coup de main de Siobhan lui tombe dessus comme une grâce divine. Mais attention, pas question pour lui de mettre un pied au siège de la police, d'où il est désormais banni. Rébus va donc devoir la jouer discrète, et c'est pas son fort. C'est l'intérêt de ce nouveau polar de Ian Rankin, le 17e de la série John Rébus. Et ma foi, on passe un sacré bon moment avec ce vieux flic acariâtre, dépassé par le monde moderne et ses avatars technologiques, mais qui n'a pas son pareil pour faire cracher le morceau à un malfrat 2 fois plus gros que lui. C'est à déguster doucement avec un bon scotch sous un parasol cet été. Ça s'appelle La Maison des Mensonges de Ian Rankin. Ça vient de paraître aux éditions du Masque. Et sur ce, permettez-moi de vous souhaiter un excellent été de lecture. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour une nouvelle saison de C'est à lire. Bonnes vacances à toutes et à tous. Merci Bernard. Merci Bernard.